Nous avons donc un panel que je me permettrai d'appeler extrêmement prestigieux, puisque nous avons avec nous 3 personnes qui ont réfléchi et agi par rapport aux questions du Canada et du maintien de la paix. Jocelyn Coulon va commencer. Je ne vais pas présenter mes panélistes en détail, non pas seulement parce que vous avez leur biographie, mais parce que très sincèrement, je ne pourrai jamais faire justice à leur long parcours. Je ne pourrai pas faire justice aussi à l'importance des positions qu'ils ont eues dans leur vie professionnelle et de la manière dont celles-ci se reflètent sur leur connaissance du sujet. Je vous laisse donc tout simplement les écouter. Jocelyn Coulon va commencer. Jocelyn est, comme vous le savez, directeur du réseau francophone de recherche sur les opérations de paix. Il sera suivi du brigadier général Dennis Thompson et de monsieur Paul Heinbecker. Je vais donner à chacun entre 15 et 20 minutes pour avoir bien sûr l'opportunité d'un échange avec vous. Et je vous remercie d'ores et déjà d'être restés si nombreux un samedi alors que la température se fait très clémente. Sans plus attendre, Jocelyn. Alors. Jocelyn, c'est ce micro que tu dois prendre. C'est celui-là que je dois prendre? Oui. Désolé. Alors, merci Marie-Joëlle pour cette introduction. Donc, ce matin, un panel qui portera essentiellement sur le Canada et les opérations de maintien de la paix. Bien sûr, c'est un panel qui s'impose dans un séminaire sur un sujet semblable, d'autant plus que les Canadiens sont assez fiers de dire peut-être que ce n'est pas la réalité historique, mais en tout cas, ça s'est inscrit dans la réalité historique. Ils sont assez fiers de dire qu'ils ont inventé le maintien de la paix lorsque Lester B. Pearson, en 1956, lors de la crise de Suez, a travaillé de très près avec Dag Hammarskjöld, le secrétaire général de l'ONU, et d'autres fonctionnaires de l'ONU pour mettre sur pied la première force d'interposition des Nations Unies, celle qu'on a vraiment qualifiée de force de maintien de la paix. Et vous le savez aussi, Lester B. Pearson a gagné le prix Nobel de la paix en 1957 pour, soi-disant, selon le comité Nobel, avoir en ce moment-là, novembre 1956, sauvé le monde de la guerre. Je pense que Pearson avait eu un petit réflexe, il avait sursauté en se disant « Je ne sais pas si j'ai sauvé la paix du monde, j'ai simplement fait mon travail de diplomate. » Alors, avant de parler spécifiquement du maintien de la paix canadien, j'aimerais parler du maintien de la paix comme tel, parce que c'est la toile de fond qui me permet après de parler de ce que le Canada a fait en ce moment et pourrait faire dans le futur. Et avec un collègue belge, j'ai publié il y a quelques semaines chez Canadian Defense and Foreign Affairs Institute, donc le CDFAI, qui est un think tank de Calgary, une étude d'une 60aine de pages qui retrace un peu qu'est-ce qu'était le maintien de la paix dans les années d'or, finalement, de ce maintien de la paix, comment il a évolué, comment il s'est transformé, particulièrement après la guerre froide, et où il s'en va, compte tenu des ajustements qui ont été faits par le rapport Brahimi et par les différentes réformes proposées aux Nations Unies. Et donc, ces 60 ans d'expérience du maintien de la paix se reflètent aujourd'hui par une présence à travers le monde qui est assez impressionnante lorsqu'on regarde les chiffres. Et à titre statistique, puisqu'il faut toujours comparer,
En 1990-92, il y avait sur la planète une douzaine d'opérations de maintien de la paix, dont 11 étaient parrainées par l'ONU et une était sous la direction d'une coalition ad hoc, c'est-à-dire la force multinationale d'observation au Sinaï qui découlait des accords de paix entre l'Égypte et Israël. C'était une force de maintien de la paix indépendante des Nations Unies. Et en 1990, il y avait à peu près 20 000 casques bleus dans le monde. Aujourd'hui, compte tenu des évolutions de ce maintien de la paix, des réformes des Nations Unies, de l'engouement des organisations régionales, mais aussi des résultats concrets et mesurables, le maintien de la paix en avril 2010, c'est 40 missions de maintien, d'imposition ou de consolidation de la paix déployées sur 5 continents. C'est 200 000 gardiens de la paix, militaires, observateurs, policiers et experts civils. C'est aussi 6 organisations internationales et régionales et 2 coalitions multinationales qui prennent part à ces opérations. Ce sont des milliards de dollars destinés à reconstruire des États fragiles et à offrir un nouveau départ aux populations de 23 pays situés particulièrement en Afrique, puisque c'est sur ce continent qu'on retrouve le plus de conflits. Enfin, c'est un taux de réussite salué par la plupart des chercheurs et centres de recherche, dont la RAND Corporation et le Human Security Report. On a toujours à l'esprit, bien sûr, les échecs du maintien de la paix. Et moi, comme ancien journaliste, évidemment, notre slogan comme journaliste, c'est « Une bonne nouvelle, c'est pas une nouvelle ». On vous sert de la mauvaise nouvelle. Eh bien, ce matin, et d'ailleurs, on devrait le répéter tout le temps, le maintien de la paix, c'est d'abord et avant tout des bonnes nouvelles. Il y a quelques mauvaises nouvelles, mais ce sont des mauvaises nouvelles qui prennent un relief particulier lorsque, bien entendu, il y a 500 000 morts au Rwanda, ou que Srebrenica tombe, ou qu'une autre mission flanche. Mais on oublie les 80 missions qui ont été mises sur pied entre 1995 et aujourd'hui, et dont la très grande majorité ont connu un succès. D'ailleurs, on n'en entend même pas parler. Si les opérations d'aujourd'hui sont devenues aussi populaires auprès des décideurs comme outils de gestion ou de règlement des conflits, c'est que leur perfectionnement au fil des ans a produit des résultats. Aujourd'hui, les mandats des opérations de paix, et je parle ici d'opérations de paix, vous avez vu que j'ai changé mon vocable de opération de maintien de la paix à opération de paix, parce que le maintien de la paix, ce n'est qu'une des pratiques couvertes par les opérations de paix, qui est un vaste parapluie, qui va de la prévention des conflits jusqu'à l'imposition de la paix, en passant par le maintien de la paix, le rétablissement de la paix ou la consolidation de la paix. Donc aujourd'hui, les mandats des opérations de paix permettent, grosso modo, l'établissement de la confiance entre parties et l'accompagnement des processus politiques. Vous le voyez dans de nombreuses opérations en ce moment. L'arrestation de criminels de guerre et leur comparution devant des tribunaux pénaux, ce qu'on n'avait jamais imaginé de faire il y a 15 ans. La création ou le renforcement de structures étatiques et la supervision d'élections, le désarmement et le déminage, qui est une vieille pratique, la réintégration des enfants soldats et des miliciens, un des mandats au cœur des nouvelles opérations de maintien de la paix, la protection des civils, particulièrement des femmes et des enfants, même si ça demeure toujours une pratique difficile à réaliser au jour le jour. La réforme du secteur de la sécurité, de nombreux pays ont besoin